Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça, disait le mythique entraîneur écossais de Liverpool, Bill Shankly. Si des variantes ont existé durant toute l'histoire, le football tel qu'on le connaît est tout récent et est né dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, fut exporté à travers le monde par celle-ci et fut à la fois outil d'endoctrinement des masses pour la classe bourgeoise et outil d'émancipation pour la classe ouvrière, qui développa à travers le football de nouvelles sociabilités et trouva de nouveaux terrains de lutte. Et bien des fois, le ballon rond a joué un rôle sur le terrain de l'histoire, de manière discrète ou à la face du monde. Retour sur 5 moments où le football et l'histoire se sont côtoyés. Au Pérou, le groupe révolutionnaire MRTA, Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, a été dans les années 80 et 90 un acteur politique intenable face au pouvoir du dictateur péruvien Alberto Fujimori. 17 décembre 1996, à l'ambassade du Japon au Pérou, un groupe de 14 guérilleros s'empare du bâtiment et des 400 personnes présentes à l'intérieur, relâchant femmes, vieillards et personnel, gardant les hauts responsables politiques et économiques. La prise d'otage s'éternise et le leader du groupe, Nestor Serpa, mordu de football, commence à organiser des rencontres dans une des salles de l'ambassade au premier étage. Les matchs avaient lieu chaque jour, de 14h30 à 16h30 invariablement. Un des hommes pris en otage, Luis Giampietri, amiral de la marine, arrive à trouver les micros infiltrés dans les meubles donnés aux preneurs d'otages et parvient à faire parvenir l'information. Le 22 avril 1997, les forces militaires de Fujimori envahissent l'ambassade à 15h23, pendant le match de foot des guerrilleros du MRTA, inconscients de leur fin imminente. En 30 minutes, l'opération est bouclée. Tout le commando est exécuté ainsi que quelques otages rivaux de Fujimori. Ce dernier marchera le lendemain, sous les caméras, au milieu des cadavres portant encore leur maillot de football. « 14 avril 1958. 9 disparitions inquiètent l'ensemble des médias français. 9 joueurs du championnat de France de football, tous algériens, ont disparu subitement. Ils ont fui à Tunis pour rejoindre le gouvernement provisoire de la République d'Algérie. Cet acte, dans une période où la France tente de cacher qu'il y a une guerre en Algérie visant l'indépendance de cette dernière, provoque de nombreux remous. D'autant plus que les 9 joueurs sont partis par conviction politique pour mettre en place une équipe du FLN, principal groupe d'action œuvrant pour l'indépendance algérienne. Ils ont été approchés durant des mois par Mohamed Boumezrag, entraîneur du Mans et militant FLN. Parmi les 9 joueurs, 2 sont particulièrement ciblés. Mustapha Zitouni et Rachid Mekloufi, présélectionnés pour le mondial 1958 en Suède, où la France finira 3ème. Mais les convictions seront plus fortes et l'équipe du FLN, comme on les surnomme, sera l'ambassadrice de la République algérienne. Jouant leur premier match le 9 mai 1958 à Tunis contre le Maroc, ils s'offrent une victoire 2-1 pour leur première. Le 11 de l'indépendance consent à beaucoup sacrifier au nom de la cause indépendantiste. Mekloufi risque la cour martiale pour désertion étant donné qu'il est militaire. Il ne peut revenir en France, y compris pour les funérailles de sa mère. Une tournée internationale débute pour l'équipe du FLN avec l'arrivée de nouveaux joueurs insurgés. Les matchs se jouent dans des pays amis comme les pays de l'Union soviétique, où l'équipe du FLN est acclamée et ce malgré l'interdiction formelle de la FIFA d'affronter officiellement le 11 de l'indépendance. La solution ? Déguiser les équipes nationales en clubs locaux ou en équipes d'entreprise ou de syndicats. En plus de jouer au football, les joueurs du FLN n'hésitaient pas à parler de la situation en Algérie aux populations, à aller dans les usines. Le 29 mars 1961, lors d'une tournée en Yougoslavie, les joueurs algériens apprennent que leur match face à la Yougoslavie, finaliste du premier Euro de football l'année précédente, sera suivi en tribune par l'ambassadeur de France. Loin de se démonter face à cela, le 11 de l'indépendance écrase 6-1 une des plus grandes nations européennes de l'époque. L'année suivante, les accords d'Évian ouvrent à l'indépendance du pays et permet aux joueurs d'avoir une équipe nationale reconnue par la FIFA et de pouvoir retourner jouer en France. La plus grande preuve du rôle de l'équipe du FLN, c'est encore le président du gouvernement provisoire de la République d'Algérie, Ferhat Abbas, qui en parle le mieux. « Vous avez fait avancer la révolution de 10 ans », dira-t-il aux joueurs algériens. Comment masquer à tout un pays une prise d'otage au palais de justice de la capitale par un groupe d'insurgés, détenant des magistrats importants du pays, des fonctionnaires d'État et des visiteurs. Pour le gouvernement colombien de Belisario Betancourt en 1985 en diffusant un match de football. Les équipes, les Millonarios, club de la capitale Bogota face à l'Unión Magdalena.
Les joueurs, d'abord barricadés dans leur hôtel par l'armée, pensent voir le match annulé. Puis soudain, le gouvernement colombien annonce le maintien des matchs pour ne pas altérer à l'ordre public. Si certains joueurs sont opposés à ce maintien dans un contexte chaotique, le gouvernement colombien pousse pour les faire jouer. Match qui, fait rare à l'époque, serait diffusé en direct à la télévision par ordre du même gouvernement afin de distraire l'attention du pays. Perturbés par leur journée cauchemardesque, les joueurs sont apathiques sur le terrain et les audiences télé sont très basses. Le match se joue sous le son des bombardements se déroulant à quelques kilomètres de là. La manœuvre n'aura pas pris et la prise d'otage finira dans le sang, avec 98 morts au bout de 27 heures de prise d'otage. Et du côté politique, les excuses du président Bettencourt contrebalancent un peu l'absence de regret de Noémie Sanine, ministre de la Communication à l'époque, et à la manœuvre pour la censure de la prise d'otage. Cette dernière deviendra par la suite présidente du club de Millonarios. Bouclons quelque part la boucle. Le football a, pendant longtemps, cherché à rester un bastion masculin. Mais la Première Guerre mondiale, voyant les hommes partir au front, les femmes sont appelées à participer à l'effort de guerre, notamment en Angleterre. S'échinant à l'usine pour fabriquer du matériel militaire destiné à alimenter la boucherie de la guerre mondiale, les munitionnettes, comme on les surnomme, se voient octroyer par le patronat industriel le droit à des activités sportives, comme le football. Dans la ville de Preston, un club se distingue fortement des autres, celui du Dick Care Ladies, fondé en 1917 au sein de l'usine Dick Care & Co. Entraînée par un employé de l'usine nommé Alfred Frankland, elle joue des matchs de charité dont les profits vont aux hôpitaux de guerre et parviennent à récolter des sommes énormes malgré l'essor seulement naissant pour le foot féminin. Le Dick Care Ladies se distingue par sa force collective et son jeu qui rivalise avec les équipes masculines de l'époque. Avec la fin de la guerre, les femmes sont renvoyées des usines mais l'équipe survit en intégrant l'hôpital de la ville et en ayant l'appui de l'usine Dick Care & Co et d'Alfred Frankland. Les matchs, essentiellement à but de charité, pour les victimes de la guerre mais aussi en soutien aux mineurs grévistes en 1921, attirent des milliers de personnes avec en point d'orgue une rencontre suivie par 53 000 supporters à Liverpool face au club des St Helens Ladies, au profit d'un fonds de soutien aux personnes au chômage. Mais face à la peur dans la société bourgeoise d'une émancipation des femmes par le football, un vent conservateur se lève pour interdire la pratique du football aux femmes en 1921. Les Dick Care Ladies survivent quelque temps grâce à leur popularité, mais doivent jouer surtout en tournée internationale. Les femmes anglaises n'obtiendront le droit formel de rejouer au football qu'en 1971, mais elles auront prouvé, aux yeux de tous, que le foot n'est pas une affaire d'hommes. Der Papier'n signifie en allemand l'homme de papier. C'est le surnom du joueur autrichien Matthias Sindelar lors de ses jeunes années de footballeur, mais surtout connu comme le Mozart du football. Il fut en plus d'être un dribbleur fantastique, un buteur hors pair et le meneur de la formidable Wunderteam autrichienne des années 20 et 30, un opposant à l'avènement du nazisme dans son Autriche natale. Avec l'Anschluss de 1938, le Reich allemand, convaincu depuis plusieurs années de l'importance du football comme vitrine du projet de l'homme nouveau glorifié par les nazis, met en place un match entre la Wunderteam autrichienne et la Mannschaft allemande. Le football allemand, ayant banni le professionnalisme pour restaurer la pureté de l'amateurisme, à l'instar de la vision bourgeoise du football à son avènement, le match est arrangé par les autorités allemandes pour finir à 0-0 et glorifier l'unité du Reich à travers l'égalité sportive. Nous sommes le 3 avril 1938, à Vienne, une semaine avant le référendum trafiqué qui scellera l'Anschluss. Le match sera surnommé le Anschlusspiel, le match de l'annexion. Sindelar éclate une première fois, réclamant de pouvoir jouer avec les couleurs rouges et blanches de l'Autriche. Les autorités nazies cèdent, tout en rappelant que le match doit finir à 0-0. Le match se joue, personne n'est dupe sur la tricherie en voyant la fantasque Wunderteam jouer sans aucune logique. Mais Sindelar, soudain, ne peut plus laisser passer cette parodie de football et expédie un scud dans les buts allemands et fait avec rage ce but. Lui et son coéquipier, Karl Sesta, les anti-modèles ariens par excellence, l'un est le frêle homme de papier, l'autre est surnommé le gros, s'en vont danser sous les tribunes des dignitaires nazis. Sesta enfonce le clou en lobant de 45 mètres le gardien allemand sur coup franc. Les nazis tenteront d'exploiter l'image de Sindelar, lui offriront même un pardon en échange d'une réintégration à la Mannschaft en 1938 pour le mondial. Il refuse, se réfugie dans la clandestinité avec sa compagne juive.
Mais traqués par la Gestapo, on les retrouve morts dans leur appartement le 23 janvier 1939. Cause officielle, intoxication au monoxyde de carbone. Mais la thèse du suicide, réelle ou aidée par la Gestapo, est souvent évoquée. 15 000 personnes assisteront à ces funérailles malgré interdiction des autorités. Il sera l'un des martyrs de la résistance autrichienne et le football local autrichien sera un des creusets de la contestation face au nazisme. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Making History. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas, restez curieux.